Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un texte assez fascinant, je trouve, intitulé Dialogue versus monologue à deux. L'idée, c'est que beaucoup d'entre nous sentent que nos conversations pourraient être meilleures, plus profondes, quoi. Ce texte explore justement ça. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ensemble cette source pour comprendre ce qu'est un vrai dialogue. Et surtout, repérer les pièges du monologue à deux. Vous savez, quand on a l'impression de parler ensemble, mais qu'en fait, chacun est dans son film. Alors, justement, qu'est-ce que c'est un dialogue authentique, d'après ce document? Ce n'est pas juste parler chacun son tour. Non, c'est décrit comme une vraie co-construction de sens. Ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire écouter, mais écouter vraiment l'autre, avec attention, avec respect. Chercher à comprendre, pas juste à placer sa propre idée, quoi. Et même être prêt à revoir son jugement. Et le texte parle beaucoup de présence active. Être là, quoi. Totalement là. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que cette source souligne les multiples fonctions de ce vrai dialogue. Sur le plan cognitif, ça aide à clarifier ses propres idées, en fait. Sur le plan relationnel, c'est clair, ça construit la confiance, la complicité, c'est fondamental. Et puis, il y a la dimension collective. Le dialogue permet de prendre de meilleures décisions ensemble. Il favorise l'intelligence collective. C'est cette idée qu'un groupe peut être plus intelligent que la somme de ses membres, quoi. Le texte donne des exemples, un couple qui arrive enfin à régler un vieux conflit ou une équipe qui innove vraiment sur un projet grâce à ça. D'accord. Donc ça, c'est l'idéal, le dialogue authentique. Mais la source nous met en garde contre l'autre côté, le fameux monologue à deux. C'est quoi exactement selon le texte? Parce que ça semble très courant. Ah oui, c'est ça le piège. C'est l'illusion d'un échange. Deux personnes parlent, parfois beaucoup même, Mhm. mais l'écoute n'est pas là. Les symptômes décrits sont assez clairs, hein. On s'interrompt tout le temps. Ouais, ça c'est typique. Mais les réponses sont un peu à côté de la plaque, on sent bien que l'autre n'a pas vraiment saisi, l'incompréhension s'installe. Et puis, les émotions qui vont avec, la frustration, parfois la colère, ou juste une grande lassitude. Et quelles sont les causes pointées? Juste à un manque d'attention. Alors, ça peut être ça, bien sûr, mais souvent, d'après l'analyse, c'est plus profond. Ça peut être un besoin compulsif de parler de soi, une forme de narcissisme, on peut dire, ou alors une volonté de dominer, de prendre le dessus dans la conversation, ou simplement l'incapacité à accepter que l'autre puisse avoir un point de vue différent et légitime. Hmm. Et ce que je trouve frappant, c'est que le texte mentionne aussi les biais cognitifs. On a tendance à chercher ce qui confirme ce qu'on pense déjà. Ah oui, le biais de confirmation. Exactement. Et ça, même sans mauvaises intentions, ça nous pousse vers le monologue. La peur de perdre le contrôle de la discussion est aussi citée. C'est intéressant ce lien avec les biais cognitifs. On pense souvent que c'est juste un manque d'égard. Mais là, la source suggère une racine peut-être plus inconfiante. Tout à fait. C'est moins une question de volonté consciente parfois que de mécanismes psychologiques. Et les conséquences de ces monologues déguisés, elles sont très concrètes. Oui, le texte insiste là-dessus. Dans la vie perso, des conflits qui n'en finissent pas, une distance qui s'installe. Au travail, c'est les réunions qui n'avancent pas, les projets qui patinent, le désengagement des équipes. La source cite l'exemple d'un brainstorming où deux bonnes idées auraient pu se combiner, mais comme personne n'écoutait vraiment l'autre, rien. C'est l'illustration de ces réunions stériles. Et même plus largement, au niveau de la société, ça alimente la polarisation, le manque de confiance. Le texte va même jusqu'à suggérer que notre culture peut être un peu trop individualiste, ou certains aspects de notre éducation favorisent ça, s'affirmer plutôt qu'écouter. Mais il y a de l'espoir, non? On peut passer du monologue au dialogue. Oui, heureusement. Le texte insiste beaucoup sur le développement de ce qu'il appelle l'écoute active. Et ce n'est pas juste rester silencieux, hein, c'est actif. C'est-à-dire, Il y a des techniques. oui, des techniques concrètes, par exemple, reformuler ce que l'autre a dit. Si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que ça montre qu'on essaye vraiment de comprendre, poser des questions ouvertes aussi, pas des questions fermées par oui ou non, mais des questions qui invitent à développer. Peux-tu m'en dire plus sur savoir faire des pauses aussi pour réfléchir, pour intégrer, et puis créer un cadre favorable, se mettre d'accord pour s'écouter, utiliser le je pour parler de son ressenti plutôt que le tu qui accuse. Donc, il y a des outils pratiques, mais ce n'est pas tout, j'imagine. Exactement. C'est plus qu'une boîte à outils. Il y a une posture intérieure à cultiver.
La source parle de curiosité sincère, s'intéresser vraiment à ce que l'autre vit, pense, d'humilité aussi, accepter qu'on ne sait pas tout, que l'autre a peut-être une partie de la vérité, et une certaine tolérance à l'incertitude, au fait de ne pas avoir tout de suite la solution. Les exemples donnés sont assez parlants, un couple qui réapprend à communiquer différemment, une équipe qui débloque une situation grâce à un tour de parole structuré et respecté. Bon, si on essaye de résumer tout ça, le dialogue, le vrai, c'est bien plus qu'une conversation ordinaire. C'est une connexion, une vraie connexion humaine. Ça demande des efforts conscients. Écouter, être présent. Et à l'inverse, le monologue à deux, même s'il y a deux personnes qui parlent, ça reste stérile. Deux discours en parallèle, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au fond? L'essentiel, c'est peut-être de réaliser à quel point la qualité de nos interactions dépend peut-être moins de notre capacité à bien parler que de notre capacité à bien écouter. Vraiment écouter. Et c'est une compétence. Ça s'apprend, ça se travaille. C'est pas inné pour tout le monde. Et c'est devenu crucial, je pense, pour réhumaniser un peu nos échanges à tous les niveaux. Oui, cette compétence de l'écoute. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour chacun, pour nos propres vies, dans nos conversations de tous les jours, au travail, à la maison. Quelle place on accorde vraiment à l'écoute? À essayer de saisir ce que l'autre cherche à dire, au-delà de notre propre envie de parler, de notre impatience à répondre. Quelle est finalement la qualité de notre présence à l'autre? C'est une bonne question à se poser, je crois.